L'orage n'avait guère cessé de gronder de toute la nuit. Et il était déjà presque midi quand le soleil, réussissant enfin à percer les nuages, illumina soudain le bocteau où ma mère était venue se reposer, après s'être affairée toute la matinée. Elle avait en effet découvert, non loin de là, abandonné sur la pile d'un petit pont, un paquet qui contenait des reliefs de viande. Et comme ces restes étaient mal enveloppés, ma mère avait pu se glisser à plusieurs reprises entre les plis du papier pour aller chaque fois déposer sur eux des œufs en si grand nombre qu'ils furent bientôt une multitude. Parmi tous les œufs de cette immense portée, il s'en trouvait un, ce matin-là, que rien certes ne distinguait de la foule des autres, mais qui possédait cependant pour moi un mérite tout particulier, celui d'être le mien. Il était bien plus allongé que ne l'est un œuf d'oiseau, et légèrement incurvé, mais il présentait lui aussi deux extrémités dissemblables, l'une grosse et arrondie, l'autre petite et effilée. En outre, tout au bout de celle-ci s'ouvrait une étroite fenêtre circulaire dont le fond était comblé par une mince membrane transparente, tandis que son pourtour était renforcé par un épaississement de la paroi. Enfin, de ce même point partaient deux lignes en bas-relief qui, après avoir longuement cheminé côte à côte en suivant le bord courbe de l'œuf, allaient se rejoindre non loin de l'extrémité opposée. Tel était donc l'œuf au sein duquel je me suis développé, et mon organisation y fut si rapide que quelques heures seulement suffirent à l'achever. Mais en même temps que de ma propre existence, j'avais peu à peu pris conscience de mon état de captive. Aussi avais-je entrepris de bonne heure contre l'enveloppe qui me tenait enclose, une lutte qui menaçait d'être longue et ardue, lorsque soudain, sur un effort plus violent que je fis, la paroi de ma prison céda d'un seul coup et me livra passage en s'ouvrant précisément le long d'une de ces lignes dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui semblait servir de guide à la déchirure. Je faisais ma première entrée dans le monde. J'avais maintenant hâte de retrouver les miens, et je n'eus pas loin à aller pour les découvrir. Suivant la coutume de notre race, ils s'étaient rassemblés dans une faille de la viande, voisine de notre lieu d'éclosion, et là, étroitement serrés les uns contre les autres, ils s'employaient de leur mieux à satisfaire leur faim. Je pris aussitôt ma place parmi eux. Cependant, ma mère n'avait pas été la seule, on s'en doute, à s'intéresser au paquet qui nous abritait. Aussi, la viande s'était-elle peuplée de toutes parts. Et si certains de ces hôtes achevaient à peine de naître, d'autres, au contraire, qui avaient depuis longtemps déjà franchi le seuil de leurs œufs, maintenant vides et flétris, étaient devenus grands et forts. Ils menaient grand tapage, affichaient des airs supérieurs et poussaient la désinvolture jusqu'à s'imposer parmi nous aux meilleures places, avec cette absence totale de vergogne dont les anciens ont toujours fait preuve envers les bleus. C'est pour nous préserver de semblables intrusions que nous avions été quelques-uns à aller nous grouper un peu plus loin en un faisceau si compact qu'il put résister à tous les assauts. Ainsi nous fut-il possible de grossir à notre tour, et comme nos encombrants aînés cédaient définitivement la place aussitôt qu'ils avaient atteint leur plein développement, il ne me fallut pour ma part qu'un peu moins de 5 jours pour terminer ma croissance. Dès qu'elle fut complète, d'ailleurs, mon appétit, qui ne s'était pourtant jamais démenti depuis ma naissance, s'évanouit brusquement. Du même coup, la promiscuité de la foule turbulente des mangeurs m'apparut insupportable, et je décidai de me retirer à l'écart avec 2 de mes camarades préférés pour seule compagnie. Nous nous sommes alors abandonnés pendant plusieurs heures à la douceur d'une immobilité presque complète. Je prenais plaisir à percevoir les battements puissants et réguliers de mon cœur, et mon activité se limitait de temps en temps à quelques nonchalantes contractions de la croupe. De larges bouffées d'air pénétraient par mes orifices respiratoires postérieurs, qu'un long canal reliait à ceux que je portais comme toutes mes semblables à l'avant de mon corps, un de chaque côté, et qui sont nos narines, à nous. Des narines en forme de couronne héraldique, s'il vous plaît, et autrement jolies, vous en conviendrez, que celles des humains.
Aussi, comme notre bouche, aux lèvres finement plissées, ne le cède en rien à la leur, et que notre extrémité antérieure s'orne encore à défaut d'yeux de deux petites massues fort élégamment tournées, je ne vois vraiment pas pourquoi les hommes de l'espèce dite savante s'obstinent pourtant à lui refuser le nom de tête. J'en étais à ce point de mes réflexions sur la suffisance de ces irritants personnages, lorsque le pépiment de petits oiseaux réclamant leur béquet alerta mes deux compagnes. Redoutant légitimement l'approche de la mer, elles décampèrent au plus vite pour aller se réfugier sous la viande et j'avoue que je les imitais sans demander mon reste. Nous rejoignions ainsi le gros de nos camarades et c'est mêlé à eux qu'il me fallut, pendant plus d'une journée encore, achever cette période de repos et de jeûne qui devait donner à notre corps la couleur de l'ivoire et nous préparer en même temps à percevoir le mystérieux appel de la terre. Une force puissante, en effet, nous poussait maintenant à rechercher un sol qui pût nous accueillir et nous protéger. Et comme le roc sur lequel nous étions nés nous interdisait tout ensevelissement, chacun de nous cherchait sa voie au hasard de ses inspirations. Je crus bonne celle d'une de mes compagnes qui, s'étant avancée vers une brèche ouverte dans la pierre, y avait disparu. Je résolus donc de l'imiter et m'engager sur ses traces. Ce n'est que bien plus tard, lorsque je fus enfin parvenu en eau calme, que je pus véritablement reprendre mes esprits. Et, profitant alors d'un léger courant qui portait vers la rive, je réussis à m'y échouer. À peine sorti de l'eau, je m'éloignai de la rivière pour me garder d'un retour offensif du flot. Puis, un peu plus loin, le terrain que je foulais me paraissant présenter toutes les qualités que j'avais si vivement désirées, je m'y enfonçai sans plus attendre. Cependant, tout en ouvrant ma route sous terre, je me rendis bientôt compte que mon exemple avait été suivi par d'autres, qui, sans doute poussés par le même courant, étaient venus accoster sensiblement au même point du rivage. Car tous imitant ma conduite, je les entendais fouir dans mon parage au fur et à mesure de leur arrivée. À moi, dès que j'avais estimé suffisante la profondeur atteinte, j'avais effectué un tête-à-queue complet, si bien que je m'étais relevé en position presque verticale, la tête dirigée vers la surface du sol. Ainsi confortablement installé, je ne formais dès lors plus d'autre souhait que celui d'un grand calme, et je me sentais d'ailleurs envahi par un engourdissement étrange. De pointu qu'il était, mon museau prenait une forme de dôme en se rétractant vers l'intérieur de mon... dont je sentais par ailleurs le revêtement se rigidifier progressivement. Et puis, la dessiccation de ma peau se complétant, m'imposa enfin l'immobilité absolue. Je ne perçus bientôt plus d'autre sensation que celle des battements persistants de mon cœur. Mais
quelques instants plus tard, il me sembla que l'intensité de cette perception dernière s'estompait à son tour. J'eus l'impression qu'un invincible sommeil s'emparait de moi et je perdis toute connaissance. Ce que les hommes appellent la métamorphose venait de commencer pour moi. De cet intense travail de remaniement, de cette véritable renaissance qu'était une aussi prodigieuse transformation, il n'y eut d'abord pas d'autre témoignage visible que la lente apparition d'une bulle de gaz en plein centre de mon corps. Puis cette bulle, s'accroissant de manière continue pendant plus de 24 heures, devint très volumineuse et apparut alors animée de pulsations qui, se transmettant à la partie postérieure de mes grands canaux respiratoires, les fit osciller à leur tour. Enfin, la pression du gaz à l'intérieur des canaux devint telle que l'un d'eux se déchira soudain au voisinage immédiat de son point d'attache. Le gaz fusa aussitôt et alla s'accumuler d'abord derrière moi en me repoussant fortement en avant. Mais très rapidement, des bulles de plus en plus nombreuses et pressées, avant-garde de la nappe gazeuse continue qui allait m'entourer complètement, s'insinuèrent entre mon enveloppe et moi. Ainsi, la mouche que j'allais être se trouvait-elle d'emblée désolidarisée du seul vestige qui demeurait de l'asticot que j'avais été, son revêtement cutané, depuis longtemps déjà inerte et dépourvu de vie, mais qui par-delà sa mort poursuivait son rôle protecteur en m'offrant cet habitacle bien clos, cette pupe, comme l'appellent les hommes, à l'abri de laquelle je pourrais mener jusqu'à son terme ultime ma métamorphose dont je touchais maintenant au moment essentiel. Un tout petit nombre d'heures avait suffi à faire de moi une mouche, et le repos venait à nouveau de succéder à cette période de transformation rapide. Il s'agissait désormais pour moi de parfaire et d'affermir mes organes ébauchés. Ce fut l'affaire des 10 jours qui suivirent, et lorsqu'apparut l'aube du 12e après mon inhumation volontaire, j'avais entièrement repris conscience et je me sentais pleine de force. Aussi, les conditions dans lesquelles je me trouvais, si voisines de celles dont j'avais gardé le souvenir lors de ma sortie de l'œuf, n'étaient-elles pas pour m'effrayer. Et c'est allègrement que je m'apprêtais à effondrer le dôme de ma pupe quand tout à coup, pour des raisons inconnues, je me sentis renversé et enfoncé plus avant sous terre. Ma nouvelle position presque horizontale me rendait certes la tâche moins aisée que l'ancienne. Pourtant, l'extrémité de ma pupe s'ouvrit sans difficulté grâce à 2 valves préformées qui cédèrent dès la première expansion d'une poche que je portais au front et que je pouvais à volonté gonfler et rétracter. Dès que je le pus, je fis tous mes efforts pour m'infléchir vers le haut et retrouver ainsi mon orientation première. Puis, les pattes bien appliquées le long du corps afin d'offrir une moindre résistance à la progression, je commençai à m'élever uniquement à la force de ma poche expansive.
peine avais-je atteint la surface du sol qu'une petite souche, à demi recouverte d'un rameau de sapin, m'était apparue comme le refuge idéal, tranquille et sombre, dont j'avais besoin pour me dérober au regard pendant que, molle encore et malhabile, j'y attendrais les 2 dernières modifications qui feraient enfin de moi une mouche accomplie. Le déploiement de mes ailes et la disparition de ma poche frontale qui, n'ayant d'autre but que de me permettre l'ascension hors de la terre, était désormais sans objet et devait rentrer définitivement à l'intérieur de ma tête. L'évolution de mes ailes et de mon visage touchait maintenant à son terme. À mes ailes, si précieuses pour moi, qui n'avais autrefois connu d'autre possibilité de déplacement qu'une réputation incertaine, je pris soin de donner un dernier lustrage. De mon visage, dont les 2 moitiés achevaient de se souder au devant de ma poche frontale, je fis également toilette, en portant une attention particulière à mes yeux, ces yeux magnifiques dont les innombrables lentilles émerveillaient l'ancien aveugle que j'avais été. Et que venait pourtant encore compléter, en un raffinement dont j'appréciais toute la délicatesse, 3 ocelles, petits yeux supplémentaires disposés en triangle sur mon front. Et puis ce fut le moment tant attendu, où j'eus le sentiment que tout était accompli. Emporté par l'enthousiasme, je m'élançai d'un trait hors de ma retraite, jusque sur le sable, et je pris mon premier vol. Je fus aussi ébloui par le spectacle qui s'offrit à mes yeux. Les fleurs, surtout même celles dont je devais apprendre qu'elles étaient parmi les plus banales, me semblaient splendides. Et je ne me lassais pas de les contempler, non plus que d'admirer l'infinie variété des insectes qu'elles laissaient se gorger de leur suc. Est-ce la vue de ces agapes champêtres qui réveilla chez moi une sensation dont j'avais perdu presque jusqu'au souvenir? Je ne sais. Toujours est-il que j'eus bientôt grand faim et que pour la satisfaire, je n'hésitais pas à pénétrer dans une maison par une fenêtre ouverte, attiré par un morceau de sucre dont les effluves étaient venus jusqu'à moi. Pour briser dans l'œuf les manœuvres hypocrites de 2 impudentes dont les airs faussement indifférents ne pouvaient tromper personne, je m'installai solidement sur le terrain conquis et là, de tous les muscles de ma trompe, je m'en donnai à cœur joie.
Cet excellent repas ayant encore accru l'optimisme que j'avais conçu, je décidai de retourner sur les lieux de ma seconde naissance pour tenter d'y rencontrer quelques-uns des miens. Je m'y rendis en flânant, m'arrêtant à chaque instant pour observer d'un œil amusé les évolutions de quelques-uns des animaux que je croisais sur ma route. Ayant enfin retrouvé la petite plage de gravier sous laquelle j'étais demeuré enfoui pendant 12 jours, je constatai alors que le même cataclysme, apparemment, qui m'avait enfoncé plus profondément dans le sol, avait au contraire exhumé un certain nombre de pupes. De plusieurs d'entre elles, je pus voir s'extraire, à grand renfort de mouvement de la poche, des mouches qui paraissaient tout aises de se trouver ainsi d'emblée à l'air libre. Il en était d'ailleurs qui, pour témoigner peut-être de leur allégresse, se mettaient à jongler avec leurs pupes, à peine en étaient-elles sorties. Et je me prenais à méditer sur le ressort de ces parentes qui ignoreraient toujours la rudesse des ascensions souterraines, quand une scène il me fut donné d'assister me fit saisir de quel prix l'on risquait de payer une semblable facilité. Intrigué par le manège de deux minuscules bestioles qui semblaient prendre à l'exploration méthodique d'une pupe un intérêt surprenant, je m'étais approché pour les observer, et je compris brusquement la raison de leur attitude en voyant l'une d'entre elles se placer en position de ponte et, perforant la paroi de la pupe, déposer sa progéniture au contact de la mouche immobilisée par sa métamorphose et incapable de toute défense. Ce premier coup porté à ma conception idyllique du monde devait presque aussitôt être suivi d'un second. Absorbé par mes pensées, je faillis donner et le sort d'un malheureux boucheron me permit aisément d'imaginer celui auquel je venais d'échapper. Dès lors, les araignées me hantèrent. Elles étaient partout, dissimulées sous l'herbe, tapies dans les fleurs, partout. Et mon sommeil était peuplé de cauchemars dans lesquels je me voyais ficelé par elles. Cependant, la vision de fourmis s'occupant paisiblement de leurs pucerons m'avait réconforté. Enfin, je découvrais des insectes tolérants, capables de relations courtoises avec une espèce différente de la leur et plus faible de surcroît. Hélas, il me fallut en rabattre quand je vis à quelques jours de là un asticot tout pareil à celui que j'avais été se faire expulser, et de quelle manière, d'une fourmilière, sur le territoire de laquelle il s'était malencontreusement aventuré. Mais si j'avais appris à me défier des animaux différents de moi, je n'avais par contre jamais pris grand garde à mes semblables. Aussi, lorsque m'étant installé sur le haut d'une tige de sureau pour y faire un brin de toilette, j'aperçus au-dessus de moi un individu qui cherchait à se faire remarquer en imitant tous mes mouvements. Je ne lui accordai d'abord aucune attention. Il insista,
Et je le trouvais alors parfaitement ridicule. Enfin, il m'irrita, et je lui tournai le dos. Sans doute se méprit-il sur le sens de mon geste, car une seconde plus tard, nous roulions ensemble dans la poussière, d'où je me relevai contuse, les ailes froissées et fécondées. Une brève et brutale étreinte avec un inconnu qui disparaît aussitôt. Voilà donc à quoi se réduisent chez nous les amours qui tiennent tant de place dans la vie des hommes. Peut-être ceux-ci nous jugeraient-ils parfois moins sévèrement, s'ils voulaient bien considérer les conditions qui nous sont faites trop souvent. La conséquence de cette aventure fut que les chairs mortes m'apparurent dorénavant bien plus comme la nourriture de ma descendance future que comme la mienne propre. C'est sur elles que j'ai, comme ma mère autrefois, déposé des centaines d'œufs qui perpétueront notre race. Ainsi, ma tâche étant accomplie, mes heures sont maintenant comptées, je le sais. C'est la loi de la nature à laquelle nul n'échappe. Et c'est pourquoi je me suis hâté d'achever, avant ce terme fatal, le récit de mon histoire.